Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Horizon Universe, bienvenue sur mon canapé et bienvenue dans cette nouvelle pile pour le mois de mai. On attaque tout de suite avec Inhibitor Phase de Alastair Reynolds que j'ai lu au mois d'avril. Et je sais pas pourquoi, j'ai oublié de vous en parler, donc je rectifie ça tout de suite parce que c'est ce qui s'appelle une claque monumentale. J'avais vraiment peur de retourner dans cette saga parce que c'est une de mes sagas préférées. Revelation Space, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une saga dont je parle absolument tout le temps à tout le monde. Mais du coup, avec la purge qu'a été Revenger, j'avais vraiment peur qu'Alastair ait un peu perdu la flamme. Heureusement, j'avais vraiment tort. C'est une conclusion magnifique à la saga Revelation Space. J'avais déjà beaucoup aimé Absolution Gap et je trouvais que c'était une conclusion qui était acceptable. Mais là, c'est juste fantastique. De bout en bout, on est pris dans cette histoire qui a une dimension mais titanesque avec le retour de personnages qui sont développés, intelligents, imparfaits parce que profondément humains. J'ai eu ma larme à l'œil pour la fin et franchement, j'étais mal pendant une bonne partie du livre parce que c'est un livre qui est absolument horrible. Mais franchement magnifique, et cette saga elle est dans mon top 10 des sagas de SF les plus viscérales, parce que vraiment je pense qu'il n'y a pas grand monde qui peut aller à ce niveau de grandiose, et je dis pas le mot souvent, pour moi c'est honnêtement un des chefs-d'œuvre que j'ai pu lire en SF et en littérature en règle générale. C'est sublime, il n'y a pas d'autre mot. On va aller maintenant vers un autre de mes auteurs chouchous avec Neil Asher et Brassman, qui est le dernier tome de la saga Agent Cormac, donc le dernier tome de la trilogie. Sachant qu'au début, ce n'était pas censé être une trilogie, c'était censé être quelque chose de beaucoup plus gros, et du coup tout a été un petit peu mis dans ce bouquin-là. Si vous voulez des vaisseaux sentients, des IA super badass, des mondes absolument vivants et détaillés, des androïdes, des cyborgs, des technologies aliens ultra violentes et des personnages barrés et encore plein de trucs, c'est tout ce qui vous attend en règle générale dans du Neil Asher, mais encore plus dans la trilogie Agent Cormac. C'est pas mon préféré de la saga, j'ai préféré le premier Gridlinked dont j'avais parlé en novembre il me semble, parce que Brassman, comme je disais, c'était pas censé être la fin de la saga et du coup tout est un peu balancé dans le sens, voilà, il y a plein de choses qui suivent en même temps, il y a plein d'arcs de personnages et du coup il faut un peu mettre tout ça ensemble. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé cette trilogie, j'ai une grande admiration pour l'écriture de Neil Asher. C'est très rythmé, c'est impossible de poser le bouquin, et enfin c'est impossible de poser un bouquin Neil Asher en règle générale, mais vraiment, il est, comme toujours, vraiment dans mes coups de cœur. Et d'ailleurs, j'ai pas parlé de ça pour Alastair Reynolds, mais ces si belles couvertures aussi qui font bien plaisir. C'est toujours agréable d'avoir des beaux livres dans sa bibliothèque, je pense. On va passer maintenant au SF Masterworks obligatoire, bien sûr, de tous les mois, avec The Three Stigmata of Palmer Eldritch de Philip K. Dick. Ça faisait très longtemps que j'avais pas lu de Philip K. Dick, étonnamment, j'en avais lu pas mal avant ma vidéo du mois de juin de l'année dernière, et j'avais un peu fait une pause, et du coup voilà, c'était mon retour avec Philip K. Dick, avec une histoire qui se déroule à la fin du XXIe siècle, avec une Terre complètement surpopulée, où l'humanité a commencé du coup à aller un peu partout dans le système solaire pour contrer cette surpopulation, avec une histoire à côté qui est celle d'une drogue hyper populaire qui s'appelle le candy et qui permet en fait de plonger dans un espèce de... Si je pouvais l'expliquer, ce serait une espèce de MMORPG médical. En fait, c'est un monde illusoire, communautaire, où tout le monde peut se retrouver, mais en forme de médicament. C'est un petit peu... C'est du Philip K. Dick, quoi. Et on a du coup ce fameux Palmer Eldritch, qui est un industriel qui était parti dans un voyage vers une autre galaxie, ou un autre système solaire, qui revient avec une drogue qui s'appelle le Chiuzi, qui est hyper puissante au point de pouvoir contrôler l'aspect mental, enfin la mentalité des gens, leur cerveau en fait, et qui permettrait de contrôler le monde si on le laissait faire. Voilà. C'est assez drôle parce que à peu près, je dirais au tiers, même pas au quart de ma lecture, j'avais dit sur les réseaux sociaux que c'était un espèce de Ready Player One sous coke. C'est pas tout à fait vrai quand on avance dans la lecture, mais c'est un peu l'idée. J'aime vraiment beaucoup ce bouquin. J'ai eu quelques petits soucis quand même à certains passages de ma lecture parce que je savais pas, certains passages étaient dans le rêve, entre guillemets, dans la drogue finalement, ou c'était vraiment la réalité tellement c'était complètement perché. C'est du pur Philip K. Dick, c'est très agréable, c'est très court, c'est un bon retour si jamais vous avez aimé le livre ou l'adaptation A Scanner Darkly. C'est le même univers un petit peu
sous drogue, un petit peu bizarre, on sait pas trop ce qui se passe. Personnellement, je l'ai vraiment bien aimé. C'est pas le meilleur de Philippe K. Dick, mais c'est toujours agréable de replonger dans son univers, et celui-là, voilà, c'est un de ses très bons, je pense. Si j'ai appelé cette vidéo en partie avec le mot déception, c'est pas pour rien, et c'est typiquement pour ce livre-là, The Supernova Era de Liu Cixin, parce que c'est vraiment le mot d'ordre avec ce bouquin, c'est déception. Vraiment. Pour l'histoire, le Supernova Era, du coup, nous raconte qu'une supernova a explosé près de la Terre, a explosé dans le voisinage de la Terre, et ça nous a envoyé plein de radiations sur le coin de la gueule, à tel point que toutes les personnes âgées de plus de 13 ans vont mourir, parce qu'elles n'ont pas leurs cellules n'ont pas se régénérer assez vite pour pouvoir survivre. Et du coup, il faut créer un monde pour que les enfants puissent apprendre et puissent survivre, et du coup, pour pas que l'humanité retourne à l'âge de pierre, en gros. Donc on a toute cette partie-là où on essaye d'apprendre aux enfants différents métiers, différentes sciences, différents passages de notre histoire aussi, pour que ce ne soit pas oublié. Les adultes finissent par mourir, et on laisse du coup des pré-ados et des enfants à la tête du monde. Et à partir de là, le livre coule complètement, parce qu'ils n'agissent comme aucun enfant ne va agir dans la vraie vie. Je vais pas en parler plus que ça, parce qu'honnêtement, il n'y a pas tant de choses que ça à dire, c'est juste un naufrage total en fait. Alors que je suis vraiment une énorme fan de The Three Body Problem, j'ai très hâte d'en parler sur la chaîne. Mais ça, je vois pas ce que Barack Obama en a dit, parce que vraiment, peut-être que j'ai pas compris le bouquin. Vous savez quoi, peut-être que c'est juste pas pour moi que j'ai pas compris le bouquin. Je suis prête à l'avouer. Voilà. Et si cette vidéo a été appelée déception, c'est aussi pour celui-là, The Mad Ship de Robin Hobb. Parce que j'en attendais beaucoup. C'était une de mes bonnes surprises du mois dernier avec The Ship of Magic, parce que j'attendais vraiment, en fait, cette suite qui promettait d'être aussi grandiose que son prédécesseur. Parce qu'on nous lâchait vraiment à un moment hyper important de l'histoire des personnages, notamment avec l'arc de Wintrow. Et puis, je sais pas trop ce qui s'est passé, parce qu'on abandonne un petit peu le côté épique du premier. On passe beaucoup moins de temps sur le Vivacia avec Wintrow, pour se concentrer un peu plus sur l'aspect politique de la vie de Big Town, qui est super cool, parce que finalement c'est quelque chose qu'on voyait moins dans le premier. Le problème en fait, c'est qu'on ne le voit pas, selon moi, de la bonne manière, parce qu'on passe le plus clair de notre temps à Big Town avec la nièce de Althea, le personnage principal, qui est aussi un personnage principal, mais qui est une petite conne prétentieuse et manipulatrice dont je n'ai absolument rien à foutre, parce que même si son arc aurait pu être intéressant, au final, j'ai vraiment du mal avec ce personnage. On passe plein de temps avec Althea et son espèce de triangle amoureux, enfin son coin amoureux du coup un peu dégueulasse. En plus elle est typiquement, mais genre là, je suis pas comme les autres filles, je suis belle mais moi je ne le vois pas, je suis intelligente mais moi je ne le vois pas, enfin... Voilà, ça ne me va rien du tout. Althea, elle n'a plus rien à raconter, alors que vraiment c'était un personnage hyper intéressant dans le premier. Et c'est vraiment dommage parce que l'histoire et l'univers est absolument génial. J'aime beaucoup les passages sur la vie politique, d'autant plus qu'on en sait beaucoup plus sur les hommes du Rainwild. Donc c'était censé vraiment être intéressant à ce niveau-là, et ça l'est. Mais bordel, c'est si long pour pas grand-chose au final. Et du coup, j'ai vraiment envie de voir Ship of Destiny, qui est le dernier de la trilogie, parce que le deuxième tome, il m'a un petit peu perdu, et j'en suis un peu déçue. S'il y a une bonne surprise, parce qu'au final, Neil Asher et Alastair Reynolds, c'est pas forcément des surprises, parce que c'est des auteurs que j'aime beaucoup, en règle générale, s'il y a une bonne surprise de ce mois-ci, c'est Ancillary Justice de Anne Leckie. Ça raconte l'histoire de Breck, qui est coincée sur une planète toute gelée, et qui est toute proche de la complétion de son objectif que je ne vais pas dévoiler. Avant, elle était un vaisseau qui s'appelait le Justice of Toren, et elle a pour but de se venger pour réparer le préjudice qui lui a été causé parce qu'elle était un vaisseau auparavant. Maintenant elle est juste sous forme humaine en fait, donc elle a vraiment perdu toute son identité et toute la personne qu'elle était. Si vous aimez la SF militaire à la Scalzi, mélangée aux questions de genre et d'humanité à la Chambers, c'est vraiment un livre fait pour vous. Et je pense que c'est pas une surprise pour beaucoup, mais j'en attendais beaucoup parce qu'il a gagné prix, et du coup j'avais vraiment envie de voir ce qu'était le délire avec ce truc, parce que ça fait quand même longtemps que je le vois passer. Il a gagné tous les prix en 2014, ça fait quand même quelques années, et franchement je ne suis pas déçue. C'est intelligent, c'est rythmé, c'est une excellente surprise, c'est plein d'humanité. J'attends vraiment la suite de la trilogie, parce que oui, du coup je me suis relancée dans une trilogie comme si j'en avais besoin, mais très très bon bouquin.
Et vraiment voilà, une excellente surprise que je conseille mais à tous parce que j'ai juste adoré ce livre. Et voilà, grande fan, très très grande fan. Laissez-moi vous présenter mon tout premier service presse de la part de la maison d'édition Chèvrefeuille Étoilée, la librairie du coin de la rue de Louise Apton. Le livre se passe au XXIe siècle où nous suivons Éric Munet qui vient de perdre sa librairie à cause des lois oppressives anti-culture et anti-réflexion personnelle qu'est la 7ème République, et il rencontre un jeune garçon avec qui il pourrait potentiellement renverser la donne. Voilà. Alors ok, c'est un des premiers livres de l'autrice, et la dystopie c'est pas un genre qui est très évident à écrire parce qu'il faut y croire. Encore une fois, j'ai déjà dit dans la vidéo sur la dystopie, je l'ai dit de nombreuses fois depuis, la dystopie pour que ça fonctionne, il faut qu'on puisse y croire et il faut qu'on puisse se dire que c'est crédible. Citer 1984 dans le texte pour faire comprendre qu'on veut faire la même chose, pour moi, c'est pas la voie. Voilà. En règle générale, je trouve que le livre est trop rushé. Il fait 250 pages, il en mériterait 250 de plus. Les personnages ne sont que des objets utilisés pour faire avancer le scénario et ne sont pas développés. Les dialogues font faux et forcés. Il y a un dialogue qui m'a fait hurler, sans déconner, c'était « Je suis le traître » et... Voilà, c'est pas Disney. Voilà. L'histoire est trop rapide, l'histoire n'est pas crédible selon moi. C'est important de parler de la censure et du manque d'accès à la culture aujourd'hui dans nos communautés, dans nos sociétés, parce que c'est quelque chose qui arrive, mais j'y crois pas un instant. Beaucoup trop de tell, don't show, c'est beaucoup trop descriptif, et au final ça ne marche pas, et j'en suis désolée parce que c'est une superbe idée, mais c'est une idée à développer, je pense. Passons maintenant aux e-books que j'ai lus ce mois-ci avec Clara Anderson de Kazuo Ishiguro, que j'ai lu plutôt vers la fin du mois d'avril, mais j'avais déjà terminé ma pile, donc je le mets dans cette pile. Clara est un androïde qui est destiné à s'occuper d'un adolescent ou d'un jeune enfant jusqu'à ce qu'elle arrive à l'âge adulte, à peu près en tout cas entre ce qu'ils appellent dans les collèges ou les lycées, je ne sais plus exactement comment ils appellent ça. Elle observe au début son environnement et son monde depuis le magasin de robots où elle se trouve, où elle essaie de comprendre un petit peu voilà, ce qui se passe, les interactions entre les humains, la pollution, ce genre de choses. Et puis un jour, il y a une jeune fille qui s'appelle Josie, qui a une santé très fragile, qui l'achète, et du coup elle va vivre avec elle et sa mère. Et l'histoire part à partir de là. C'est un livre qui est vraiment bizarre. C'est extrêmement lent. C'est très mécanique dans son approche, ce qui est normal parce qu'on est dans la tête d'une androïde, mais du coup on n'a aucun élément de world building, on ne sait pas quel monde dans lequel on vit et c'est absolument vide. Voilà. C'est vide et c'est chiant. Et en plus de ça, c'est pas cohérent parce que on essaie de te faire croire que Clara c'est un robot super avancé qui va s'occuper d'enfants, quand même, mais c'est pas ce qu'est le soleil. Il y a toute une partie du plot qui te dit que Clara pense que le soleil se meurt quand il tourne. Quand il disparaît la nuit parce qu'il disparaît dans une grange abandonnée, du coup ça le rend malade. Et du coup elle va faire une prière au soleil pour qu'il soit pas malade. On passe le bouquin à te dire qu'elle est observatrice et intelligente, mais elle ne capte que dalle au monde qui l'entoure, quoi. Je veux dire, ce livre est absolument raté. La fin est sympa, mais on sait tellement peu sur le monde. Et en plus, il y a plein de questions sur les modifications génétiques faites aux enfants, la pollution, le monde d'avant. En fait, il n'y a rien en fait, pour qu'on puisse s'attacher au personnage. Pour moi, c'est un vrai non. Et je comprends pas la hype et la place dans la shortlist Hugo. En tout cas, je comprends parce que c'est Kazuo Ishiguro. Mais vraiment, ce livre ne le mérite pas pour moi. J'en suis désolée. S'il y a encore une autre bonne surprise ce mois-ci, par contre, c'est A Master of Gin de P. Djeli Clark. Vraiment, je ne m'attendais pas à ça. Du tout. Ce livre se passe dans un 1912 alternatif, une uchronie, plus sain si vous avez trouvé le mot, où l'agent Fatma travaille pour le compte du ministère de l'Alchimie, des Enchantements et des Entités Supernaturelles du Caire en Égypte. Dans ce monde, du coup, alternatif, la magie a été, on va dire, réveillée il y a 50 ans par une personne qui s'appelle Al-Jahiz, et les hommes et les djinns, entre autres bestioles supernaturelles, vivent en plus ou moins harmonie, en tout cas coopération. Mais un jour, un meurtre très violent d'une vingtaine de personnes étrangères est arrivé, et du coup Fatma doit enquêter sur ces meurtres, alors que les personnes qui ont été assassinées
faisait partie d'une fraternité qui vouait un culte à ce fameux Al-Jaiz, et du coup elle est aidée de sa partenaire Adia et de sa compagne qui s'appelle Siti. Vraiment, c'est une excellente surprise. Et c'est un petit peu comme The Fifth Season, parce que j'étais pas forcément très hypée par l'idée, je sais pas, la couverture me plaisait pas, le scénario me plaisait pas forcément non plus, c'était pas forcément quelque chose qui m'intéressait. J'avais tort pour The Fifth Season, et j'avais tort pour Master of Jin, et honnêtement c'est son classement dans la shortlist Hugo qui m'a fait me décider, qui m'a fait changer d'avis pour aller le lire. Et waouh, franchement waouh, c'est intelligent, c'est bien écrit, l'histoire alternative est super bien trouvée, c'est aux confins entre la fantasy, la science-fiction et la science-fantasy. Et enfin, avec la trilogie Scholomance, un livre où la magie est écrite de manière adulte, de manière crédible et de manière réaliste. J'ai adoré le bouquin, j'ai adoré les personnages super hauts en couleur, j'ai adoré l'ambiance du livre, qui en plus pour une fois se passe dans un setting oriental et pas occidental, donc j'ai passé mon temps à aller chercher sur internet, voilà, ils utilisent certains mots en arabe, et du coup j'ai passé mon temps à les regarder, c'était très intéressant, j'ai appris plein de trucs, ça m'a donné vraiment envie en plus d'en apprendre plus sur l'Égypte et tout ça, enfin c'est très très cool. Et un petit point, ce qui était super marrant, c'est qu'il y avait beaucoup de clins d'œil à Lord of the Rings. C'est plus ou moins subtil, mais c'était assez sympa. Et franchement, plein de surprises et je le recommande. Vraiment, c'est une très très bonne surprise. Allez, j'ai pas été que déçue ce mois-ci avec Eyes of the Void de Adrian Tchaikovsky. La suite que j'attendais vraiment, mais qui arrivait extrêmement tôt de Shards of Earth, parce que Shards of Earth est sorti en novembre, qui nous replonge directement du coup dans l'action du premier livre, alors que les architectes débarquent à nouveau, et qu'Idris se rend compte que peut-être il y a une force supérieure qui contrôle un petit peu cela et c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pensait. Est-ce que j'ai besoin de développer et de dire à quel point c'est génial? Je pense pas, voilà, c'est une claque, c'est de l'action pure, sans être lourde, des personnages différents, des personnages subtils, un monde qui est tellement vaste mais qu'on pourrait se perdre dedans tellement il y a de choses à dire dessus. C'est du Adrian Tchaikovsky, vous connaissez mon amour pour lui, c'est je crois la deuxième vidéo que j'ai fait sur ma chaîne. C'est absolument génial, c'est une histoire qui te prend aux tripes. Voilà, j'avais déjà été absolument dithyrambique sur le premier, je ne peux que l'être avec le deuxième. Lisez du Adrian Tchaikovsky, c'est du bon. Et ça vaut vraiment le coup, franchement, je ne peux que confirmer que cette nouvelle trilogie va être, je pense, parmi les plus grandes du space opéra. Voilà, je le dis haut et fort. Eh ouais ma gueule, qu'est-ce que tu vas faire? Alors s'il y en a un qui va pas se hisser au grand du space opéra, c'est celui-ci, avec The Last Watch de J.S. Hughes, où nous sommes du coup aux confins de l'univers, avec des vaisseaux géants appelés des sentinelles qui surveillent le Divide, ou la division, qui est en fait la bordure de l'univers, afin de vérifier qu'un ancien ennemi battu ne revienne pas. Adequine Rake, qui est la capitaine du Argus, qui est un de ces vaisseaux sentinelles, se rend compte que l'univers s'effondre et rétrécit sur lui-même parce qu'il y a beaucoup de time ripples, enfin des vagues dans le continuum espace-temps en gros, et que c'est un signe peut-être du retour de ce fameux ennemi. Mais le Divide, c'est un peu comme le mur dans A Song of Ice and Fire, il n'y a que les rebuts de la société, les prisonniers, les personnes qui ont été en cours martial militaire, qui sont envoyés comme soldats pour surveiller. Et du coup, il ne reste que pour, entre guillemets, sauver l'humanité. Ça sonne super bien comme ça, hein. Ouais, bah ça sonne bien, mais c'est pas bien. Et pourtant j'étais vraiment hypée à la base, la couverture était super cool, les premiers romans certes ont souvent des problèmes mais ils sont souvent plein de bonnes idées, et je dis pas qu'il n'y a pas de bonnes idées, il y en a, mais elles sont mal utilisées, ou juste, peut-être qu'il y en a trop peu en fait, j'en sais rien. Déjà vous savez à quel point je déteste l'idée que la science soit utilisée de manière magique. On te dit, ta gueule c'est la science, si tu comprends pas c'est parce que c'est de la SF et c'est une science trop avancée parce que c'est pas la nôtre. C'est une idée à laquelle je ne souscris pas parce qu'en plus, ce n'est pas cohérent dans l'histoire. Quand on essaie de t'expliquer les choses au niveau scientifique, c'est pas cohérent en elle-même. Les dilatations du temps, les vagues temporelles, tout ça c'est super cool, hein, mais ça va pas. Voilà. En plus de ça, les personnages sont d'une platitude et d'une stupidité sans nom. Il n'y a aucun développement dans les personnages, sauf quand ils en ont besoin. Et après, ils reviennent à leur débilité de base, hein, voilà. Surtout Cavalon, qui est le personnage principal et qui est l'apogée de ce que je déteste en space opéra en ce moment. C'est le « mon personnage est un petit con qui fait des blagues, mais il est intelligent quand on en a besoin, mais en fait c'est quand même un petit con qui fait des blagues, il regarde, ah, il est trop awkward, il sait pas parler aux gens.
J'en reparlerai malheureusement dans cette vidéo, mais je déteste ce trope parce que c'est le truc le plus bateau pour créer un personnage tout prêt pour que les gens l'aiment sans avoir à se casser la tête. Je déteste ça. Voilà, les premiers mots du personnage c'est oh regarde, je suis trop un petit con, mais personne m'aime. Oui, bah moi non plus je t'aime pas, voilà. On va dire ça comme ça. Il n'y a pas assez de world building en plus pour qu'on comprenne vraiment l'univers, ce qui est dommage parce que vraiment il y a une envie manifeste de vouloir en créer un. Et il y a l'air vraiment d'avoir l'envie et la possibilité d'en faire, mais ça tombe un peu à plat. Donc je lirai la suite parce que mine de rien, on n'a tellement pas avancé dans le bouquin que j'ai quand même envie un peu de savoir la suite, mais c'est vraiment tortueux pour en arriver là où on est. Et c'est vraiment dommage parce qu'il y a vraiment une envie, encore une fois, manifeste de vouloir faire quelque chose de bien. Donc, All Systems Red de Martha Wells, premier livre de la série des Murderbots. Un livre très court, beaucoup trop court, parce que 90 pages pour le prix d'un livre normal de 500, ça fait quand même un petit peu mal, mais il explore un point de vue très intéressant, c'est celle d'un espèce d'androïde humanoïde, dont le rôle est de tuer ou de défendre des gens. Voilà. C'est hyper intéressant, c'est très frustrant pour les gens comme moi qui n'aiment pas forcément les nouvelles, mais voilà, on en parle quand même depuis assez longtemps de ces fameuses Murderbot series, je les voyais partout sur Goodreads, très souvent on me le recommande, donc j'ai hâte de voir ce que le reste de la série cache, parce que mine de rien, je suis sûre qu'il y a beaucoup de choses à faire avec cette série. C'est pas le cas forcément de Machine Hood de S.B. Divya. Nous y suivons Welga Ramirez, qui est une sorte de garde du corps proche de la retraite, à l'âge canonique de 35 ans, qui n'est plus assez compétitive sur le marché du travail contre les IA, l'économie basée sur les gigs et le monde en règle générale hyper technologique de l'année 2095 dans laquelle se passe l'histoire. Un jour, une de ses clientes se fait tuer par la Machine Hood devant ses yeux, la Machine Hood étant un groupe terroriste visant la libération et la reconnaissance de l'intelligence des robots et des IA. On m'a promis un techno-thriller sur l'avènement de la conscience et de la libération en robotique, ce qui est absolument génial. La robotique et les IA en général, c'est quelque chose qui me passionne en science-fiction, j'en ai fait une vidéo entière. Et puis je me retrouve avec un globi-boulga pas très bien écrit, qui foisonne d'idées mais qui est un fouillis pur, avec des personnages caricaturaux au possible, où tout est exposé, mais alors les passages d'exposition, ils font 15 pages, c'est super chiant. Alors pour le coup, il y a du world building, mais show don't tell, je veux dire, c'est la règle de base. Sans compter, mais alors, il y a un tintouin sur l'avortement, enfin ça y est, on est en 2095, on a encore le trope du mari abusif chrétien qui pense que sa femme est un incubateur, enfin... Non, c'est un premier roman, donc il a ses failles et c'est normal, mais il y a trop de problèmes pour que ce soit vraiment sympa et j'ai vraiment eu du mal à terminer le bouquin. Même s'il y a vraiment des idées cool, pour moi, ça ne passe pas. Et en parlant de premier bouquin qui a des idées cool mais avec lequel ça ne passe pas, Under Fortunate Stars de Ren Hutchings, si jamais vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez à quel point j'ai eu du mal avec ce livre, où nous suivons deux vaisseaux qui n'ont rien en commun, et pas même leur temporalité, parce qu'ils se retrouvent coincés dans un rift, une sorte de rupture dans le continuum espace-temps. Le Jonah d'un côté avec sa bande de mercenaires qui essayent de fuir la guerre contre les Felon, une race alien extraterrestre quoi. Et de l'autre côté le Galleon qui est un vaisseau de recherche en avant-poste qui se trouve 150 ans dans le futur du Jonah et qui pour le Galleon en fait le Jonah est reconnu comme étant un vaisseau de guerre très reconnu parce que voilà les personnes qui habitent dans le Jonah sont des héros de guerre. Mais les personnes, du coup, dans le Jonah, dans cette temporalité riftée, là, ne sont pas les mêmes que celles dans les souvenirs du Galleon. Et du coup, dans le rift, il va y avoir des problèmes, leurs vies sont en jeu, enfin tout ça, quoi. J'ai fait une vidéo très récemment sur le voyage dans le temps et pourquoi c'était une idée qui était parfois mal exploitée et difficilement exploitable. Et ça, c'est un parfait exemple. C'est un parfait exemple de ça. Parce que même le fait d'expliquer le livre est difficile. Vous avez vu, je pense que j'ai un peu galéré à l'expliquer, parce que rien que le fait de l'expliquer est compliqué. Et en plus de ça, ce livre est un condensé de tous les clichés possibles et imaginables sur le space opéra. Ah
Vidéo très prochaine sur les clichés du space opéra, j'aurais dû l'inclure, c'est trop tard, elle est déjà prête, mais je veux dire, les aliens méchants et bizarres, des vaisseaux spatiaux coincés dans une faille de l'espace inexplicable, mais qu'on peut quand même expliquer parce que comme par hasard, il n'y a que des nerds à bord du vaisseau. Le héros trop drôle, quirky, qui fait des blagues et trop marrant, mais aussi il est trop bizarre avec les autres. Je veux dire, les gens qui bégayent quand on leur cause, parce que c'est vraiment écrit, genre les bégaiements, ça me pète pive total. Des traumas qui sont dus à la guerre, à des choix personnels mauvais, à Lapin du Gars, peu importe. Et au milieu de ça, t'as quelques romances LGBT qui sont balancées dedans pour te faire croire qu'on s'ouvre un peu le livre du naufrage et que c'est en plus un petit peu ouvert et woke. Non, non. Un des rares trucs bien de ce bouquin, c'est le titre. Parce que oui, le scénario est en effet bien heureux. Tout arrive à bon point qui veut t'attendre, avec des coïncidences qui sont mais grosses comme le Burj Khalifa, quoi. Enfin, c'est un énorme nom, et en plus de ça, les noms des personnages sont débiles. Et je sais que c'est débile de gueuler dessus parce que c'est du space opéra et que les noms des personnages un peu cons, pourquoi pas. Mais le personnage principal s'appelle Jareth, on le surnomme Jerry. Genre Jerry de Totally Spies. Il y en a un qui s'appelle Jack Song. Il y en a un qui s'appelle Lizon Gronsky. C'est un nom. Et j'en suis sincèrement désolée. Et c'est con parce qu'il vient juste de sortir en plus, donc j'étais vraiment contente d'avoir de l'actualité dans cette vidéo. Tout ça pour ça. Ouais. Enfin bref, voilà, c'était ma pile de ce mois-ci. Il y avait du bon, il y avait du moins bon. Comme d'habitude, hein, tout ne peut pas être bon, mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire quel livre vous avez lu, vous, pendant ce mois de mai. N'hésitez pas à me dire également quel livre vous allez peut-être lire pendant ce mois de juin. Si vous avez déjà prévu de lire certaines de ces choses. Si vous avez lu certains de ces bouquins, n'hésitez pas à me dire également ce que vous en avez pensé. On se retrouve comme d'habitude sur mes différents réseaux sociaux, 3 fois par mois minimum sur ma chaîne YouTube, sur Tipeee si jamais vous avez envie de soutenir la chaîne, et moi je vous dis à bientôt dans l'univers.